jeux de combat, le genre roi de l'arcade des années 90. Les jeux de combat, fighting game ou kakuto game en japonais, c'est un monde particulier avec ses codes, ses habitudes et ses légendes, presque une religion. Le jeu de combat en tant que concept, ça ne date pas d'hier. On se souvient au début des années 80 de ces petits catcheurs ou karatékas mal dégrossis du pixel qui s'excitaient sur les écrans. Déjà, ces jeux permettaient à deux joueurs de se mesurer l'un à l'autre. Seulement aucun titre ne marque suffisamment les esprits pour que le jeu de combat émerge vraiment. Même le premier Street Fighter, qui proposait pourtant déjà les coups spéciaux, est encore trop embryonnaire et hasardeux pour remporter un vrai succès. Une nouvelle direction se profile alors chez les éditeurs japonais, celle du beat'em all. On appelait ainsi les jeux d'action où le joueur devait traverser les niveaux en cognant sur tous les sprites qui passent à sa portée. La différence principale est que dans ce genre de jeu, on ne se bat pas contre des ennemis, un par un, mais contre plusieurs à la fois. Et c'est en 1991, pendant que Final Fight triomphe, que sort le jeu qui va tuer à jamais le beat'em all. Street Fighter 2, c'est la révolution, le phénomène de société, ni plus ni moins. Capcom réalise en quelque sorte le jeu que tout le monde attendait. Outre les mécanismes à 6 boutons parfaitement équilibrés et les graphismes magnifiques, la marge de progression relève du jamais vu dans un jeu vidéo. Dès sa sortie, le succès est fulgurant. Pendant le boom Street Fighter 2, la majorité des joueurs étaient collégiens ou lycéens. On se serrait autour de chaque borne en attendant de pouvoir y jouer, et ça devenait très compliqué de savoir quand était son tour. Alors pour s'y retrouver, on posait une pièce de 50 yens sur le panel. Tout le monde a très vite adopté cette règle. Quand c'était enfin son tour de jouer, on récupérait sa pièce pour la mettre dans la machine. Le suivant savait alors qu'il serait le prochain à jouer. À cette époque, on pouvait voir le panel des bornes complètement recouvert de pièces. Ça vous donne une idée de l'ampleur du phénomène. De nos jours, envoyer une boule d'énergie ou autre coup spécial, ça semble évident à tout joueur digne de ce nom. Mais à l'époque, il faut imaginer que c'était une découverte pour tout le monde. Les commandes n'étaient vraiment pas faciles à exécuter. Personne n'était habitué à l'époque. Au tout début, quiconque réussissait à maîtriser le Shoryuken était un vrai héros. Le Shoryuken, aussi appelé Dragon Punch en Occident, est un coup indispensable à maîtriser pour jouer correctement. Il est aussi le coup le plus dur à effectuer pour un débutant. Il faut bien compter plusieurs mois de pratique pour réussir à le sortir à coup sûr en pleine action. Avant Street Fighter 2, on jouait le plus souvent seul ou en coopératif en arcade. Mais depuis, on a commencé à jouer l'un contre l'autre. Car la clé du succès de Street Fighter 2, c'est aussi l'apparition de ce système nommé Tyson, encore en vigueur aujourd'hui. Lorsqu'un joueur veut se mesurer à un autre, il s'assoit en face de lui et interrompt sa partie. On ne joue donc pas côte à côte sur le même écran, mais face à face sur deux bornes reliées entre elles. Ainsi, les adversaires ne peuvent pas prévoir à l'avance les coups de l'autre en observant la manette. Avec Street Fighter 2, les éditeurs japonais comprennent très vite qu'un nouveau genre vient de naître. Capcom se prépare désormais à se battre contre ses concurrents et en particulier contre un célèbre studio d'Osaka qui semble bien décidé à se positionner rapidement dans le domaine des jeux de combat. Quelques mois à peine après la sortie de Street Fighter 2, SNK sort le jeu Fatal Fury en arcade et sur sa console Neo Geo. Développé un peu à la va-vite, Fatal Fury ne peut pas faire le poids contre son modèle. Il n'y a que 3 combattants jouables et le gameplay se contente de 3 boutons dont un monopolisé par la projection. Et pourtant, malgré ses défauts, Fatal Fury trouvera le succès. Pour bien en comprendre les raisons, il faut cerner ce que représentait la Neo Geo à l'époque. Quand la Neo Geo est sortie, c'était le début de l'époque Super Nintendo. Mais nous sentions que le plus gros souhait des joueurs, c'était de jouer à la maison à des jeux de la même qualité qu'en arcade. La Neo Geo était une console très chère, mais conçue de manière à pouvoir faire tourner exactement les mêmes jeux que ceux qui sortaient en arcade sur le système MVS. C'était très important à une époque où les jeux d'arcade étaient infiniment plus beaux et impressionnants technologiquement que ceux qui tournaient sur les consoles de salon. Et c'est dans ce contexte que Fatal Fury prenait toute sa dimension. Voici une cartouche version arcade. Elle est un peu différente des cartouches AES qui fonctionnent avec la console Neo Geo, mais le contenu est identique. Nous, à SNK, nous étions à la base un studio qui développait uniquement en arcade. On sortait donc toujours la version arcade en premier. Ensuite, environ 3 ou 4 mois plus tard, on mettait la cartouche Neo Geo en vente dans les magasins.
L'année suivante, SNK continue sur sa lancée avec Art of Fighting, un jeu au parti pris graphique et ludique vraiment nouveau. C'est le premier jeu de combat qui propose une barre de magie, des sprites aussi gros, une image qui zoome, des visages qui s'abîment au fur et à mesure du combat, des manipulations aussi complexes et surtout un coup secret ultime, ancêtre des furies et des super combos que reprendront tous les jeux de combat par la suite. On avait décidé que ce serait une technique secrète. Kazuya Hirata, c'est le papa de tous les jeux de combat signés SNK. C'est pour ça qu'on ne l'a noté nulle part dans la notice. L'idée, c'était de faire un coup en forme d'attaque surpuissante. C'était génial cette idée. Quel plaisir de renverser la situation en un seul coup. Au fond, l'idée derrière tout ça, c'était de faire un super coup qui en jette. Alors commence l'ascension irrésistible des jeux de combat SNK. Fatal Fury tout d'abord. Après un premier épisode très imparfait, la série prend vite ses marques en ajustant son gameplay et en reprenant à son compte les furies de Art of Fighting. Vient ensuite Samurai Showdown ou Samurai Spirits au Japon. Encore une réussite pour SNK avec ce premier jeu de combat à l'arme blanche. C'est aussi l'époque des bons technologiques. Tout le monde se souvient de la musique digitalisée du stage de Krauser dans Fatal Fury 2 et Spécial. De la musique classique sur cartouche, du jamais vu à l'époque. Pendant plusieurs années, SNK a mené de front ces trois séries. L'éditeur a finalement dépassé sa situation de challenger en proposant des titres qui apportaient réellement quelque chose de différent des jeux Capcom. Sur ces trois jeux, chaque équipe de développement travaillait séparément. À cette époque, les jeux de combat étaient tout juste en train de naître. Le but pour chaque équipe était de réfléchir et de mettre en pratique de nouveaux concepts. C'est de cette manière qu'on travaillait. Pendant ce temps, le succès de Street Fighter 2 ne se dément pas. Capcom commence d'abord par sortir des versions améliorées de leur méga hit. Street Fighter 2 prime d'abord, mais surtout Super Street Fighter 2 avec ses 4 nouveaux personnages. On se souviendra aussi avec tendresse de l'immonde Street Fighter The Movie réalisé par Capcom America d'après des images digitalisées de Jean-Claude Van Damme et de Kylie Minogue. Avec Street Fighter Alpha, Capcom reprend le concept à zéro. Outre un gameplay revu et plus axé sur les enchaînements, on retrouve les super combos déjà apparus dans Super Street Fighter 2 Turbo. Dans Street Fighter 2, c'est pas bien compliqué, c'est le joueur le plus fort qui gagne. Mais avec l'arrivée de Street Fighter 0, un joueur peut-être un peu moins bon qu'un autre aura une petite chance de renverser la situation en maîtrisant bien le timing. La série des Alpha remporte un succès immédiat et continue jusqu'à l'épisode 3 qui est une des plus belles réussites en matière de jeux de combat 2D. Jeux de combat 2D. Il fut un temps où on disait jeux de combat tout court. C'était une époque où la 3D n'existait pas aussi peu, en tout cas, elle n'était certainement pas pressentie comme la relève qui allait arriver beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. Nous sommes en 1993, soit à peine 2 ans après la sortie de Street Fighter 2. Le jeu vidéo est arrivé à l'âge d'or de la 2D. Entre la Super Nintendo, la Neo Geo et les dernières productions Capcom, jamais la 2D n'a été aussi belle. Les jeux d'action en général et de combat en particulier sortent les uns après les autres et les salles d'arcade ne désemplissent pas. C'est là qu'il va se passer quelque chose qui va profondément marquer l'industrie du jeu vidéo au Japon et même du monde entier. Sega s'apprête en effet à sortir le jeu qu'il développe dans le plus grand secret depuis plusieurs années. Virtua Fighter débarque dans tous les game centers du Japon en décembre 1993. Pour la première fois, les joueurs s'essayent au jeu de combat 3D. Le bond technologique est tellement violent et le gameplay si nouveau qu'il laissera une impression inoubliable à tous les joueurs qui l'ont découvert à l'époque. Chez Sega, on avait confié la responsabilité de ce projet au grand Yu Suzuki. Ce créateur de génie était déjà reconnu pour ses nombreuses expériences de 3D simulées en zoom de sprite, comme Space Harrier et Outrun. Il est aussi célèbre pour Virtua Racing, Shenmue et bien évidemment la série des Virtua Fighter. Le développement de Virtua Fighter a commencé en 1991. À cette époque, Street Fighter 2 rencontrait un succès sans précédent en arcade. C'était vraiment un jeu exceptionnel. C'est alors que le grand patron de Sega m'a dit « Il n'est pas question de se laisser faire par Capcom. Nous aussi, nous devons avoir un jeu de combat. » Je me suis dit que, tant qu'à faire, autant tenter un nouveau challenge. On a donc décidé de faire un jeu de combat qui serait réalisé entièrement en 3 dimensions. Virtua Fighter est une vraie révolution. Il a changé à jamais le monde des jeux de combat. Street Fighter 2 se jouait avec 6 boutons. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de plus simple.
quelque chose de plus facilement jouable. Virtua Fighter se joue donc à 3 boutons, point, pied et garde. Suzuki est parvenu à créer un système de combat simple mais si profond et si parfait qu'il est encore en vigueur aujourd'hui. Ce qui était révolutionnaire, c'est la manière dont s'enchaînaient les coups et dont on effectue les combos. En 2D, il y a un décor fixe, une ligne de déplacement et quelques coups définis à l'avance pour les personnages. Virtua Fighter a ajouté une dimension supplémentaire et ça change tout. Ça ouvre des perspectives infinies dans les combats. Le processeur qu'on utilisait à l'époque était vraiment lent et nous n'avions pas beaucoup de mémoire disponible. Cette machine n'était pas vraiment faite pour la 3D. Mais si l'image n'était pas rafraîchie au moins 30 ou 40 fois par seconde, on aurait eu un rendu saccadé. Notre gros problème était de trouver le moyen de calculer suffisamment rapidement tous les paramètres. On a travaillé très dur pour mettre au point des algorithmes optimisés au maximum. Yu Suzuki savait que l'animation était primordiale. Même avec une 3D rudimentaire non mappée, il fallait une animation parfaite pour que le jeu ait un bon impact visuel. De nos jours, on peut se servir de la motion capture, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et de surcroît, personne dans le milieu du jeu vidéo au Japon n'avait encore jamais animé un personnage en 3D. Par la force des choses, tout le monde était donc débutant et on ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Si ce développement était si compliqué, c'est parce que c'était la première fois. Quand on sait ça, on se dit que c'est pas mal comme résultat pour des débutants. Virtua Fighter 2 sort un peu moins d'un an plus tard. C'est l'apparition des textures et de 2 nouveaux personnages. Au Japon, le succès est gigantesque. C'est le jeu qui fera vendre la Sega Saturn au début de sa carrière. Virtua Fighter 3 sera un peu moins bien accueilli. Le nouveau bouton d'esquive ne fait pas l'unanimité et surtout, la concurrence se durcit. Depuis quelques années, il faut également compter avec Namco et sa série des Tekken, le premier jeu 3D de combat mappé. C'est un jeu plus brutal, plus défoulant, qui va d'abord cartonner en arcade avant de devenir l'un des premiers méga hits de la PlayStation. Quand on a fini Tekken 1, nous étions plutôt fiers du résultat. Mais on ne peut jamais savoir à l'avance si un jeu marchera. Je suis donc allé traîner un peu dans les salles d'arcade pour voir comment se comportaient les joueurs. Et là, j'ai été surpris de voir à quel point le jeu plaisait. En tout cas, bien plus que je ne l'imaginais. Hajime Nakatani est le producteur de Tekken depuis le premier épisode. À ses côtés, on trouve son bras droit, Yuichi Yonemori, qui a intégré l'équipe depuis Tekken Tag Tournament. Nous sommes dans les studios de Namco à Yokohama, près de Tokyo. Je pense que la 3D a beaucoup élargi les possibilités tactiques. Par exemple, en 3 dimensions, un même coup de poing sera un mouvement différent selon que la tête reste fixe ou qu'elle se baisse simultanément. De ce fait, certains coups toucheront plus facilement que d'autres. En fait, en 3D, on peut créer une palette de coups qui permet d'attaquer en esquivant simultanément les assauts de l'adversaire. Le gameplay s'en trouve considérablement enrichi d'un point de vue tactique. Tekken se joue à 4 boutons. C'est un jeu facile à appréhender en somme. N'importe quel joueur a ses chances. Et en jouant, on comprend vite qu'en s'entraînant un peu, on pourra devenir plus fort et gagner face aux autres joueurs. C'est très motivant et c'est certainement une des raisons du succès de Tekken. Donc après Tekken 1, il y a eu le 2, le 3, le Tag Tournament et le 4. Ça fait déjà beaucoup d'épisodes de sortie. À chaque fois, on regarde l'épisode précédent et évidemment, on a toujours plein de nouvelles idées à implémenter dans le jeu. Mais en même temps, on se demande toujours jusqu'à quel point on peut se permettre de transformer la série pour la faire évoluer. Pendant que les jeux de baston 3D se battent à coups d'innovation technologique, les jeux 2D continuent leur route impassibles. Car ce ne sont pas les persos pétés de polygones et de bump mapping en O13 qui vont faire trembler la Neo Geo et ses 304 pixels sur 224. SNK a en effet une nouvelle arme, un véritable rouleau compresseur prêt à tout ravager sur son passage. Une tornade nommée KOF, le premier jeu de combat à se jouer par équipe de 3. Les jeux de combat 3D ne sont pas une simple évolution du combat 2D. Les deux genres suivent des voies différentes et cohabitent très bien. À cette époque-là, on venait de former une nouvelle équipe de développement. Mais nous avions déjà 3 séries en cours. Fatal Fury, Art of Fighting et Samurai Spirit. Et ça nous semblait tout de même un peu difficile de sortir un 4e titre à côté.
Et le concept est né de l'idée suivante. Ce serait peut-être pas mal de réunir tous nos personnages en un seul jeu de combat. Voilà comment ça a commencé. The King of Fighter 94 cartonne tout de suite. Tous les amateurs de jeux SNK se jettent dessus comme des affamés. Et ce qui devait être un one-shot deviendra la plus longue série de SNK. Quand un jeu est raté, la sanction tombe très vite. Le soir même de la sortie, si on retrouve une caisse vide à l'intérieur de la borne, c'est qu'on a fait un bid. Mais dans le cas du premier King of Fighters, je peux vous dire que la caisse était bien lourde. Et au fur et à mesure que le jeu gagnait en popularité, il arrivait que je n'arrive même pas à sortir la caisse de la machine tellement elle était remplie de pièces. Ça, c'est bon signe. Ensuite viendra King of Fighters 95 qui sera un succès gigantesque. Le Team Edit qui permet de composer sa propre équipe convainc les plus réticents et le jeu est d'une beauté encore jamais vue. Historiquement, ce sera le jeu le plus vendu de la Neo Geo. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je peux vous dire qu'on a dépassé le million de pièces vendues. 1 million de cartouches à 2000 francs pièce, ça laisse songeur. Chaque épisode viendra ensuite avec son lot d'innovations, nouveaux systèmes d'esquive, de furie, nouveaux personnages, etc. KOF devient un véritable phénomène, le jeu le plus utilisé comme modèle par les cosplayers japonais. Un phénomène qui touchera même les conventions françaises. Monsieur Koyama, en tant que responsable du département international de SNK, connaît toutes sortes d'anecdotes sur les fans de SNK dans le monde. Il est catégorique, hormis le Japon, les fans les plus hardcore se trouvent en France. Pour preuve, il sort un document qu'un jeune fan français de 24 ans lui a envoyé. Ça fait 70 pages en tout. Il a fait tout le casting pour nous. Voilà, c'est King of Fighter 2004, un jeu qui n'est pas sorti. Ensuite, il y a le 2005, le 2006, le 2007, le 2008. Voilà, le gaillard leur a tout préparé. SNK n'a plus qu'à suivre les directives. Et là, le 2010, sous-titré Dream Match. Monsieur Koyama aime aussi emmener ses invités dans les rues, autour de l'immeuble SNK, pour leur montrer les décors qui ont servi de modèle pour KOF. Le genre de détail que les fans apprécient toujours. Voici donc l'un des décors de King of Fighter 98. Au fil des années, alors que la 3D devient de plus en plus belle et évoluée, The King of Fighter fait de plus en plus figure de résistant. Ce jeu devient une sorte de symbole pour les fans, qui l'arborent comme un exemple, un modèle de réussite ludique, marié au charme du gros pixel. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en 2D, par exemple les boules de feu. Certains coups spéciaux ou certains enchaînements perdraient beaucoup de leur impact s'ils étaient représentés avec une 3D réaliste, alors qu'ils passent très bien avec un rendu 2D proche du dessin animé. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que la série des King of Fighters a commencé. Je pense qu'avec les années, on peut dire que nous avons réussi à forger une véritable identité au jeu SNK. Né quasiment en même temps que Street Fighter 2, les tournois de jeux vidéo sont une institution au Japon. De par sa nature même, le jeu de combat s'y prête très bien. Si on rajoute la mise en scène digne du K1, on imagine la tension et le plaisir partagés par les milliers de joueurs venus participer. Chacun des combattants a déjà remporté un round. La tension est au maximum. Pour les joueurs, c'est le match d'une vie. De 1996 à 1997, on est arrivé au sommet de la popularité des jeux de combat. Depuis, le phénomène n'a cessé de redescendre. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un genre beaucoup plus confidentiel.
C'est pourquoi autant de titres sont sortis dans la deuxième moitié des années 90. Quelle que soit la plateforme, que ce soit en 3D ou en 2D, ça cogne de partout. Bien sûr, SNK et Capcom restent les leaders avec les jeux les mieux faits et les plus innovants. Capcom remporte notamment un joli succès avec sa série des crossovers entre les héros de X-Men ou de Marvel et ses propres personnages. Un rêve de fan se réalisera avec Capcom versus SNK, une rencontre très attendue entre les deux rivaux historiques. SNK de son côté impressionne beaucoup avec le remarquable Last Blade, mais aussi avec le dernier épisode de Fatal Fury, Mark of the Wolves. Parmi les séries mythiques, on ne peut pas non plus passer à côté de Soul Edge et de Soul Calibur de Namco. Certains ne se remettront jamais de la version Dreamcast, ultime à tous les niveaux. Bloody Roar, avec ses persos mi-homme mi-bête, rencontrera son petit succès tout comme Rival School, un des rares jeux 3D de Capcom dans le domaine. Street Fighter EX plus Alpha est une tentative de transposition de Street Fighter en 3D. Malgré son mode entraînement carrément génial, l'accueil du public ne fut pas inoubliable. Sortis à la fin des années 90, les 3 épisodes de Street Fighter 3 sont aussi à leur manière un sommet dans le jeu de combat 2D. L'animation atteint des niveaux jamais vus et surtout, le système de blocage de coups en mettant le levier vers l'avant engendre des affrontements d'une technicité hallucinante. Quand on voit jouer des pros, les matchs sont extrêmement impressionnants. Retour en 2005. Si le boom des jeux de combat est effectivement derrière nous, le genre est loin d'être mort et ils sont encore nombreux au Japon, prêts à mettre des pièces dans un bon jeu de fight. La série Guilty Gear continue sa route avec toujours autant de succès. Les combats hystériques de ce jeu signé Sammy plaisent toujours aux joueurs fans de jeux techniques et défoulants en même temps. Mais c'est surtout l'increvable Virtua Fighter 4 qui attire les foules. Depuis 2001, Sega sort régulièrement de nouvelles versions de son hit pour en renouveler l'intérêt. Après VF4 Evolution, voici VF4 Final Tuned. La stratégie est payante, le succès ne faiblit pas. Il faut aussi savoir que ce n'est plus Yu Suzuki qui est chargé de la série. La relève a été assurée par Hiroshi Kataoka, dont les idées sur l'utilisation du réseau ont été déterminantes. Virtua Fighter 4 est le premier jeu de combat à utiliser une borne d'arcade reliée à Internet. On a aussi mis en place le système de cartes personnelles qui permet aux joueurs de sauvegarder des données et de les partager via le réseau. Nous avons beaucoup travaillé sur ce point précis. Il y a un système de classement selon la force des joueurs. En regardant l'écran, on peut tout de suite savoir la force de celui qu'on a en face. Dès lors, on peut soit avoir envie de le défier, soit préférer affronter un adversaire moins redoutable. Le fait de pouvoir choisir son adversaire est quelque chose de nouveau dans le genre et a beaucoup modifié les habitudes des joueurs. Pour moi, Virtua Fighter 4, c'est un véritable sport. On remarque qu'à chaque tournoi organisé, les vainqueurs n'ont pas toujours le même personnage. Ce n'est pas un jeu où on pourra trouver un personnage plus fort que l'autre. Ce qui compte, c'est la force du joueur et elle seule. Nous sommes dans l'un des plus gros tournois de Virtua Fighter 4 organisé au Japon. Ici, on vient de tout le pays pour se réunir et s'affronter jour et nuit le temps d'un week-end. Ça fait à peu près 12 ans que nous organisons des tournois de jeux de combat. Notre tournoi s'appelle Beat Tribe Cup et c'est le plus ancien encore en vigueur au Japon. Nous organisons des tournois au rythme de 1 ou 2 dates par an. Aujourd'hui, il y a entre 1000 et 1200 joueurs qui sont venus participer à la compétition. On ne peut pas nier que les jeux de combat ne sont pas aussi populaires qu'auparavant. Mais depuis l'année dernière, on voit arriver de très bons titres en la matière et il y a de plus en plus de jeux qui sortent par an. Pour moi, toutes les conditions sont réunies pour qu'un nouveau boom revienne. Le succès de Tekken 5, qui vient tout juste de sortir, aurait tendance à confirmer ce pronostic. Les équipes de Namco ont beaucoup travaillé pour corriger les défauts du dernier épisode. Cette fois, le jeu est irréprochable. Et surtout, il reprend le système de cartes mis en place par Virtua Fighter en lui ajoutant quelques petites améliorations. Grand fan de Tekken 5, Shundo Kakizaki va nous en faire la démonstration. Il joue depuis la sortie du jeu en novembre 2004 et commence à être bien placé dans le ranking national. On peut stocker des petits commentaires qui s'affichent sous son perso pendant le chargement avant le combat. Ça permet d'envoyer un petit message à l'adversaire ou de se présenter. C'est pas grand chose, mais ça permet ainsi de savoir à peu près à qui on a affaire.
Autre petit détail, le personnage que le joueur a créé avec son nom, son costume, ses accessoires et ses statistiques a sa propre vie sur le réseau et va se battre tout seul dans tous les game centers du pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait si on a affaire à un joueur connu, et inversement, on peut aussi attirer les joueurs à soi. Avec mon téléphone portable, il suffit que je rentre le numéro qui est au dos de ma carte Tekken, et je peux me connecter sur le TekkenNet. La fonction la plus utile, c'est la gestion des données personnelles, mon pseudo, les crédits qui me restent, mes points de combattant, etc. Pouvoir conserver une trace de son historique de joueur est un moyen de rendre le jeu encore plus addictif. On peut penser que le jeu de combat a encore de beaux jours devant lui. Au Japon en tout cas, seul pays au monde où le genre a autant marché. On serait presque tenté de faire un rapprochement avec les arts martiaux. Mais je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec le karaté ou le judo. Vous pensez peut-être que tous les Japonais pratiquent ce genre de sport, mais c'est loin d'être le cas. Et puis, en Europe aussi, vous avez des traditions martiales et des sports de combat. Pourtant, force est de constater que 99% des jeux de combat sont créés par des équipes japonaises. Il y a certainement plusieurs façons d'analyser ce phénomène, mais voici comment je vois les choses. Pour moi, ça tient à la nature même des game centers. Dans un jeu de combat, comme son nom l'indique, l'intérêt majeur vient du combat, de l'affrontement. Si on ne trouve aucun adversaire, je n'irai pas jusqu'à dire que le jeu perd tout son intérêt, mais tout de même, on est loin d'en profiter au maximum. Au Japon, il est tout à fait normal de faire un saut au game center en rentrant de l'école ou en rentrant du boulot. Ça fait partie de la vie quotidienne. Et là, on fait quelques parties contre des gens qu'on ne connaît pas. On fait des rencontres, il est même très fréquent de s'y faire des amis. Par exemple, aux USA, les salles d'arcade sont situées près des centres commerciaux en banlieue. Les gens vont faire leurs courses en famille et vont jouer un peu avec leurs enfants. Là, je ne parle pas seulement de Tekken, mais j'ai le sentiment qu'au Japon, tout le monde sait depuis son enfance à quel point les jeux de combat peuvent être intéressants à jouer.